Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous recevons Catherine Malabou. Bonjour Catherine Malabou, je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes une grande philosophe et je vais vous présenter en quelques mots car votre carrière de philosophe et de professeur de philosophie s'est déroulée pour l'essentiel hors de France, notamment à l'université de Kingston au Royaume-Uni, mais aussi à l'université de Californie à Irvine. Vous avez travaillé sur de nombreux sujets, notamment la notion de plasticité nerveuse, neuronale, synaptique. Vous êtes une spécialiste d'Hegel. Vous avez aussi étudié avec Jacques Derrida. On reviendra d'ailleurs sur ce grand philosophe. Vous nous le présenterez, vous nous direz ce que vous avez appris auprès de lui. Et là, vous publiez un ouvrage important qui résonne avec l'actualité, Au voleur, anarchisme et philosophie aux presses universitaires de France. Et si je dis qu'il résonne avec l'actualité, c'est tout simplement parce que on a la sensation, et j'aimerais votre sentiment à ce sujet, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un refus de la loi, et c'est ce que l'on appelle de manière naïve l'anarchisme. Est-ce que c'est cela pour vous, l'anarchisme, Catherine Malabou? Oui, bonjour Guillaume. Alors l'anarchisme, on va très simplement distinguer un sens négatif et un sens positif. Alors si on commence par le sens négatif, à savoir le chaos, la désorganisation, etc., je crois que ce qu'on voit aujourd'hui illustre très bien ce que disaient les anarchistes classiques comme Proudhon, etc., à savoir que l'anarchisme, au sens donc du chaos, est inscrit dans le pouvoir, n'est pas quelque chose qui est extérieur, qui viendrait du dehors, mais c'est une désorganisation interne à l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit aujourd'hui que, à travers ce qui se passe, on vient d'entendre en Afrique du Sud, mais je crois qu'on peut le généraliser, c'est que d'un côté, on a un centralisme organique de l'État et de l'autre, un sentiment d'abandon. On l'entend là dans ce qu'on a, les Bien sûr, informations oui. qu'on a eues tout à l'heure, Par hein, exemple, voilà. le débat autour du pass sanitaire, on a Exactement. l'impression Alors d'un qu'il y a... côté, on se plaint que l'État intervient trop et en même temps qu'il n'intervient pas assez. On n'a pas de masque, on n'a pas de... Voilà, on ne peut pas aérer les salles, etc. Donc là, on sent cette crise que les anarchistes ont thématisée il y a très longtemps, à savoir que la vraie anarchie, hein, au sens négatif du terme, est inscrite dans l'exercice étatique. Et qu'en fait, le centralisme étatique, le centralisme organique de l'État, n'est jamais qu'une forme de désordre masqué. Mais alors, justement, lors d'une crise telle que celle que nous traversons, l'anarchisme, il se situerait où? Est-ce qu'il en appellerait aux responsabilités individuelles? Est-ce qu'il considérerait finalement qu'il faut laisser les individus, les groupes s'organiser, Catherine Malabou? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'autonomie, l'auto-organisation, l'entraide, à savoir plus de responsabilités, on va dire horizontales. Plus de responsabilités horizontales en opposition à En une opposition, responsabilité qui serait verticale? qui serait verticale et qui nous prive de responsabilité, du coup. Puisqu'on obéit et en même temps, on a le sentiment qu'on ne peut pas vraiment obéir parce qu'on ne sait pas exactement à quoi on obéit. Et quand on obéit, on n'est pas content de le faire parce qu'on n'a pas assez, etc., etc. Donc je trouve qu'aujourd'hui, cette idée de désorganisation étatique qui a été masquée longtemps par l'idée de l'État-providence, etc., du service public, éclate aujourd'hui en mille morceaux. Et alors, toujours si l'on continue à décrypter l'actualité, il y a différents visages de ce que l'on peut appeler naïvement l'anarchisme. Il y a par exemple, et c'est ce qu'évoque la presse, les 1 an de la prise du Capitole aux États-Unis et plus largement l'ombre de Donald Trump. Est-ce que Oui. Donald Trump était un Oui, anarchiste? alors ça, c'est une question très intéressante. Il y a eu un article publié aux États-Unis, Donald Trump, premier anarchiste. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est l'anarchisme qu'on va dire libertarien, hein, ou qu'on appelle encore anarcho-capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que, c'est une idée, on va dire, de droite, hein, pour aller vite, selon laquelle l'État est un ennemi, car il nous empêche de développer nos capacités d'investissement économique, en particulier par la levée des impôts. Donc ça commence ces mouvements-là par la critique des impôts, la critique des taxes. Et ça passe beaucoup aujourd'hui par l'utilisation du cyberanarchisme, les crypto-monnaies, etc. Et vous avez cette espèce de contradiction entre, d'un côté, une verticalité très,
très autoritaire, parce que Trump c'était le cas, et en même temps un anarchisme que j'appelle de fait, c'est-à-dire débrouillez-vous. Vous êtes libre Uhum. et organisez-vous comme vous voulez. Vous n'avez pas à payer d'impôts si vous voulez. Vous pouvez faire des transactions économiques sans passer par les banques, etc. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui m'a intéressé à analyser, c'était la coexistence aujourd'hui de cet anarchisme de fait, à Uhum. savoir l'extension de l'anarcho-capitalisme, et ce que j'appelle l'anarchisme d'éveil, c'est-à-dire des mouvements politiques quand même contestataires. Mais alors, si l'on poursuit justement avec Donald Trump, vous l'évoquez dans Anarchisme et philosophie, votre livre publié aux presses universitaires de France, Catherine Malabou, est-ce que l'on pourrait dire aussi qu'il y a une forme finalement de tentation nihiliste dans sa manière d'exercer le pouvoir, parce qu'il a largement contribué à faire s'autodétruire une partie des organes américains. Par exemple, il ne nommait personne à des postes clés, laissant finalement le chaos s'instaurer. Est-ce que ça, donc, c'est une forme d'anarchisme, alors vous C'est qualifiez pas, cela d'anarchisme libertarien? voilà, c'est pas du tout nihiliste. Enfin, ça prend parce que c'est le personnage aussi, hein. Mais au-delà du personnage, c'est pas du tout nihiliste, hein. C'est une théorie, c'est l'application d'une théorie selon laquelle nous n'avons besoin d'aucun organe central. Voilà. Et ce qui fait loi, c'est le marché. C'est très différent de l'anarchisme d'éveil ou l'anarchisme de revendication révolutionnaire. Alors justement, on va venir au côté, disons, à l'autre côté de l'anarchisme. Il y a eu dans l'actualité, et vous les évoquez, des mouvements en France qui ont pu être assimilés à de l'anarchisme. Et là, je vous demande de nous donner votre point de vue. Cela va du mouvement Nuit debout aux Gilets jaunes. Pour vous, Catherine Malabou, était-ce de l'anarchisme? Je Alors, il est évident que ces mouvements-là n'ont jamais revendiqué l'anarchisme comme tel, hein, mais je crois, oui, qu'on peut thématiser quelque chose comme une nouvelle configuration anarchiste, si on entend par là l'initiative d'une auto-organisation et d'un refus des formes centralisées des partis, des syndicats et des voies institutionnelles, on va dire. Oui, Ce qui pourrait donc déboucher sur de petites communautés auto-organisées, une volonté aussi, c'était particulièrement le cas chez certains gilets jaunes, de fixer de nouveaux cadres à la démocratie, de nouveaux organes. de nouveaux cadres à la démocratie. Et en tout cas, ce qui est sûr, de couper court à toute idée de discipline de parti. Ça, est d'ordre venu d'en haut. Ça, je pense que c'est très, très important. L'idée du rond-point était très importante. Oui, de fixer de nouveaux cadres à la démocratie, bien sûr, qui est évidemment ce vers quoi on tendrait, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Mais alors, justement, parmi ces philosophes que vous visitez, qui vont, c'est très large, de Lévinas à Michel Foucault, il y a la possibilité de penser différemment l'anarchisme. Expliquez-nous pourquoi, Catherine Malabou, cette succession de philosophes permet de revoir la définition même de l'anarchisme. Alors, si on revient à la définition cette fois positive de l'anarchisme, on la trouve chez Proudhon, qui pour la première fois l'emploie en un sens positif. Je suis anarchiste, c'est la première fois que l'anarchisme est revendiqué comme mouvement politique, et il définit l'anarchisme comme l'anarchisme, c'est l'ordre moins le pouvoir. Donc ça n'est pas du tout un désordre, c'est un ordre différent. C'est comme on avait dit, un mode d'organisation horizontale, autogéré, etc. Ce qui m'a intéressé d'étudier dans le livre, c'est tout ce mouvement philosophique qui commence autour des années, on va dire, 50, qui est un mouvement clairement de rejet du marxisme. Les philosophes que j'étudie dans mon livre ont clairement pris leur distance vis-à-vis du marxisme, et ces philosophes-là que vous venez de citer, ont tous un concept d'anarchie, hein, métaphysique, on va dire, qui tourne autour de l'être, de l'égalité ontologique, etc., mais qui ne s'engage L'égalité jamais. ontologique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, au fond, bon, la métaphysique, c'est la question de l'être, et que quand on la regarde, cette question, quand on la prend de front, on s'aperçoit que dans l'ordre des étangs, dans l'ordre des choses existantes, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une idée qu'on va trouver aussi chez Gilles Deleuze, par exemple, que parmi les choses qui sont, hein,
Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gouvernement. Mais chez ces philosophes-là, donc ils vont développer cette idée, mais ils ne vont jamais jusqu'à revendiquer un anarchisme politique. Et je me suis interrogée là-dessus. Mais alors, justement, en France, par exemple, dans la scène politique, quand vous disiez qu'il y avait des contradictions apparentes dans les demandes des citoyens, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer ce que peut faire l'anarchisme entre l'État et le gouvernement, Catherine Malabou? Alors, j'ai travaillé sur cette question. Au fond, si vous voulez, euh, qu'est-ce que c'est que... Bah, il y a un mot en grec qui est très important. Donc, anarchie, c'est anarchia, hein, qui veut dire, c'est un préfixe privatif, sans arché. Arché, c'est le maître mot de la politique occidentale. C'est Aristote qui le forge, hein, qui réunit deux sens, commencement et commandement dans ce mot. Euh, et l'arché en politique, comme Aristote l'explique dans son livre, c'est la jonction de l'État et du gouvernement. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y a le législatif et l'exécutif. Donc en fait, l'anarchisme, il vise moins l'État et le gouvernement pris isolément que leur jonction. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'administration sans exercice du pouvoir hiérarchisé, c'est le gouvernement. Donc en fait, ce qu'on appelle arché, hein, le principe, c'est en fait l'articulation de la souveraineté étatique avec la logique gouvernementale. On n'a pas l'un sans l'autre, dit Aristote. Et on fonctionne sur cette idée depuis des siècles. Le fait qu'il y ait, vous l'évoquiez par exemple avec les libertariens, on l'évoquait d'ailleurs sur d'autres thèmes hier, par exemple en parlant du numérique, le fait qu'il y ait de plus en plus de possibilités pour les individus de s'auto-organiser, de Oui, créer une monnaie oui. avec les crypto-monnaies, bref, toutes ces possibilités-là qui nous sont désormais offertes, Catherine Malabou, est-ce qu'elles permettent de revoir la conception qu'on peut se faire de l'anarchisme? Et tout le problème, c'est l'ambiguïté dans laquelle on est, justement, entre cet anarchisme de fait et cet anarchisme d'éveil, puisqu'on va utiliser les mêmes plateformes. Hein, c'est un problème aujourd'hui pour les anarchistes, qu'ils d'ailleurs, à mon avis, ne thématisent pas suffisamment, qui est que, voilà, on utilise la même horizontalité technologique Et pour cette s'exprimer. horizontalité technologique, elle se heurte également à un autre objet sur lequel vous penchez, au capitalisme. Est-ce que anarchisme et capitalisme, dans l'autre tradition, l'anarchisme de gauche, sont nécessairement ennemis? Comment s'articule justement cette pensée-là, Catherine Malabou? Oui, ben oui, l'anarchisme, on va dire révolutionnaire, est une critique du capitalisme. Mais je voudrais vous parler de ce ministre, cette ministre de l'information à Taïwan, Audrey Tang, hein, qui est une ministre transgenre et qui est une anarchiste cybernétique et qui justement va réduire la frontière entre capitalisme et anarchisme parce que elle vient d'une certaine manière du capitalisme, Mhm. hein, c'est une geek, elle est hyper, voilà, et en même temps elle a ouvert à tous les citoyens la possibilité d'entrer sur le site du gouvernement et de hacker les informations. Elle a ouvert les codes, hein, les codes sources, et chaque citoyen peut s'exprimer sur les plateformes gouvernementales. Donc là, on a l'illustration de l'ambiguïté dont je parlais, c'est-à-dire cette espèce de coexistence du capitalisme et de la critique du capitalisme. Et cette femme, on n'en parle jamais. C'est dommage. Mais ça veut dire que cette femme, par exemple, qui incarne effectivement une forme d'anarchisme, peut laisser entendre qu'il y a au sein de l'État ou au sein d'un gouvernement une forme d'anarchisme? Voilà, absolument. À condition, bien entendu, d'être au courant de... Enfin, je veux dire, cette femme, elle vient vraiment au départ des mouvements révolutionnaires, le mouvement des tournesols à Taïwan. Et la conception de la démocratie qu'elle a, évidemment, c'est contre Pékin. C'est quand même une forme c'est une dirigeante d'un genre particulier, hein, Et ça veut qui a dire... compris, qui a compris comment on pouvait utiliser le capitalisme contre lui-même. Vous voyez, comment est-ce qu'on pouvait être à la pointe totale de la technologie, des crypto-monnaies, des choses comme ça, pour en même temps ouvrir aux citoyens la possibilité d'un dialogue. Je trouve que c'est très intéressant. Mais alors, pourtant, il y a, Catherine Malabou, une pensée de gauche, une certaine pensée de gauche qui est très critique de l'anarchisme.
Ah oui, bien sûr, ça aussi c'est très intéressant. L'anarchisme serait, c'est la thèse de Frédéric Lordon par exemple, hein, hem, qui lui se revendique du communisme. L'anarchisme serait une pensée de bandit, hein, je le cite. À savoir que, bon, pour le dire vite, les citoyens ont besoin d'un maître. Parce que si on les laisse à eux-mêmes, ils sont débordés par leurs affects, etc. Hein, c'est cette idée que sans pouvoir pyramidal, c'est le désordre. Bon, effectivement, c'est la critique, on va dire, communiste de l'anarchisme. Bien sûr, il y a toute une gauche qui ne s'y reconnaît pas. Il y avait déjà cette critique-là en germe chez Marx. Ah ben complètement, qui a ridiculisé Proudhon, qui a exclu Bakounine de la Deuxième Internationale. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que finalement, le communisme reste une forme d'organisation extrêmement verticale, même si la verticalité change. On est bien d'accord, oui. Et lorsque l'on envisage donc cette évolution-là de l'anarchisme, eh bien, il y a là aussi une autre pensée possible du gouvernement. Cette autre pensée possible du gouvernement, en dehors d'Audrey Tang que vous avez évoquée, par exemple, comment elle peut prendre fait et cause pour l'écologie? Alors là, effectivement, je suis désolée de revenir à Aristote, mais Aristote dit, voilà, la politique rompt avec la politique rompt avec l'univers de l'économie, c'est-à-dire la loi de la maison au sens propre. Dans la maison, il y a un maître et ce maître, il a des esclaves et il a des enfants et cetera et c'est lui qui fait régner sa loi. Et je me suis intéressée à la différence qu'il y avait entre économie et écologie. C'est le même, c'est pratiquement le même mot et c'est pas, c'est-à-dire peut-être que l'écologie est une manière d'habiter dans laquelle on ne trouverait pas de maître. On va continuer à en parler dans une Oui, vingtaine de minutes, Catherine Malabou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Aux voleurs, anarchisme et philosophie aux presses universitaires de France. Vous nous direz également comment le féminisme peut s'emparer de l'anarchisme. Et puis on évoquera également les travaux que vous avez consacrés au trauma et à la résilience. En attendant, il est 8 heures sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et notre invitée, c'est la philosophe Catherine Malabou. Vous venez de publier un ouvrage sur l'anarchisme aux voleurs, anarchisme et philosophie aux presses universitaires de France, où vous revisitez un certain nombre d'auteurs, d'Aristote à Lévinas en passant par Foucault, pour nous dire dans quelle mesure ils permettent de penser cette forme de gouvernement ou de non-gouvernement qu'est l'anarchisme. Et justement, j'aimerais votre point de vue sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui, bien entendu, va être largement commentée. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et là aussi, une forme de refus des lois, si on la prend comme Georges Pompidou, il s'agissait de dire arrêtez d'emmerder les Français, comme l'a rappelé Frédéric Seyss, mais là, au contraire, l'idée qui consiste à dire eh bien, les lois sont un peu là pour les emmerder. les emmerder, moi, enfin, je comprends l'usage de cette vulgarité comme une forme de réciprocité, à savoir vous nous emmerdez, les antipasses, les antivax sont des emmerdeurs, donc je vais les emmerder à mon tour. Ce qui veut dire que toute forme de résistance, au fond, à la politique qui est menée, est réduite à ce que disait le journaliste il y a un instant, forme de caprice ou de... Voilà. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de traiter la résistance politique comme un emmerdement. Voilà, donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Et lorsque Emmanuel Macron explique, par exemple, qu'un irresponsable n'est plus un citoyen, Voilà, je vous c'est ça. cite là aussi cette phrase parce que on pourrait dire là aussi de manière naïve qu'un anarchiste est un irresponsable. Alors, est un irresponsable, justement, puisque vous parliez de Lévinas, Emmanuel Lévinas est un philosophe qui affirme que la vraie responsabilité, je le cite, hein, est anarchique. Donc là, il y aurait beaucoup à dire. Je Bah, crois, dites-le nous. Alors qu'est-ce que vous voudriez dire à ce encore une sujet? fois, l'anarchisme au sens positif du terme, hein, c'est un ordre qui refuse le gouvernement. C'est ce qui ne veut pas dire être irresponsable. Alors qu'est-ce que dit Lévinas? Il dit, au fond, le véritable engagement
qu'il soit éthique ou politique. Le véritable engagement consiste à ne pas obéir à un commandement. Parce que quand on obéit à un commandement, eh ben, finalement, on n'est plus dans la liberté éthique. Donc pour lui, le véritable engagement éthique consiste peut-être à obéir, mais en tout cas à obéir une absence de commandement. Comme il dit, nul n'est du bien l'esclave. Hein, Alors ça, c'est une phrase très extrêmement forte. Mais voyez, ça veut quand étrange. même dire Nul n'est que esclave du bien, dit Lévinas. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Catherine ça Malabou? signifie que le bien ne commande pas. Et que donc, c'est très paradoxal, parce qu'on va répondre, alors pourquoi est-ce qu'on le fait le bien? Eh bien précisément, on fait le bien parce qu'on est responsable. Et comme le bien ne commande pas, ça veut dire que la responsabilité est anarchique. Être responsable, c'est accepter de faire les choses parce qu'on ne nous les commande pas. Faire les choses parce que nous, on pense que c'est bien de les faire. Et ça, c'est très fort. Donc, c'est tout le contraire de l'irresponsabilité. Pour Lévinas, l'irresponsabilité, c'est obéir à un commandement qui ne vient pas de soi. Ou peut-être même qui vient de soi, mais à un commandement. Mais alors, quand vous dites, ou quand on reprend les propos de Lévinas, nul Oui. n'est esclave du bien, est-ce que ça veut dire, par exemple, que on ne peut pas rechercher une vie bonne pour ce qu'elle est, qu'il faut avoir d'autres motivations pour la rechercher, Catherine Malabou? Non, au contraire, on peut rechercher une vie bonne pour ce qu'elle est, à condition que la définition de la vie bonne ne me vienne pas d'en haut, ne me vienne pas d'un autre, au sens l'autre d'un gouvernement, d'une norme. Donc ça, c'est une nouvelle manière de poser la question, et je vous demanderai d'expliquer ce terme, de poser la question de l'hétéronomie, la façon dont l'individu peut ou ne peut pas recevoir sa norme de C'est l'extérieur ça, oui. aujourd'hui. Alors, l'hétéronomie que défend Lévinas, ça c'est un long débat philosophique, c'est contre Kant qui définit la liberté comme autonomie, au sens propre, la loi qu'on se donne à soi-même. Bon. Pour Lévinas, la loi qu'on se donne à soi-même, c'est une très belle définition de la liberté, mais en même temps, elle est encore trop contraignante, parce que être libre, c'est précisément ne pas obéir, encore une fois, à une loi. Donc, en utilisant l'hétéronomie, qui veut dire la loi de l'autre, ça veut dire... euh, euh, une contradiction dans les termes, à savoir que l'autre n'est précisément pas une loi, hein, et qu'on doit trouver en soi la force de faire ce qu'on a à faire, hein, sans obéir. Mais c'est justement ça qui est étonnant, parce que dans les définitions de la modernité, par exemple celle que donne Kant sur l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien, c'est-à-dire pour Oui, Kant, finalement, chacun définit sa forme de vie bonne, il y a une marche vers l'autonomie. Et donc, cette autonomie, elle s'oppose à l'hétéronomie, à toutes les lois que je reçois du dehors. Or, aujourd'hui, et la question de la vaccination en est la preuve, Catherine Malabou, il y a de plus en plus de règles qui nous viennent du dehors, qui nous sont imposées du dehors. Alors, comment concilier cette marche vers la modernité que définissait Kant avec ouais. la situation actuelle que nous Parce traversons? que vous avez raison que chez Kant, il y a cette opposition entre autonomie, la loi qui vient de moi, et hétéronomie, tout ce que vous dites, les normes qui viennent de la société, etc., les lois extérieures. Mais Lévinas dit il oublie un sens de l'hétéronomie, et qu'il ne mentionne jamais, qui est la loi de l'autre avec un grand A, à savoir c'est l'altérité, hein, qui m'appelle, hein, à savoir la fragilité, la vulnérabilité des autres, qui fait que je m'engage vis-à-vis de cette altérité qui ne commande jamais. Hein. Et ça, Kant n'en parle jamais. L'hétéronomie, pour lui, c'est toujours la forme d'une injonction normative ou légale. Ça Mais ne alors, peut pas être le regard, par exemple, de l'enfant, de l'animal, du précaire. Pour Lévinas, c'est ça. C'est ça qui met en chemin vers la responsabilité. et alors, dans cette marche vers la responsabilité, comment justement peut s'accepter l'asservissement? Puisque finalement, chez Lévinas, il y a aussi une certaine conception de la servitude volontaire. C'est pas la servitude volontaire. C'est ce qu'il appelle être l'otage de l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre m'apparaît dans sa fragilité, je suis effectivement, dans un certain sens, il prend ma place. Hein.
Donc oui, l'asservissement est très lourd en un certain sens, mais comme cet asservissement ne provient pas d'un commandement, c'est assez compliqué, hein. Au fond, c'est un asservissement de liberté. C'est la complexité de la pensée de Lévinas. Mais alors, un asservissement de liberté, parce que toujours si on reprend cette phrase d'Emmanuel Macron où il s'agit d'emmerder les non-vaccinés, il y a Enfin aussi là, on est très loin de il Lévinas, il y a hein. une certaine vision. Ben, moi, je ne pensais pas à Lévinas, je pensais à un autre auteur, un autre penseur de l'anarchisme, à Pierre Clastres, Oui, un anthropologue, oui. pour qui il y a dans les sociétés sans État une forme de politique contre la politique. Pour emmerder les politiques, pourrait-on dire en quelque sorte. Catherine Malabou, est-ce que ça, par exemple, ça n'est pas aussi une autre vision de l'anarchisme qui Ah mais s'oppose- chez Clastres, le chef ne commande pas. Donc on est complètement alors il a travaillé sur ces sociétés, dites primitives, dans lesquelles le chef n'occupe pas la position du gouvernant, mais est là pour rappeler les mythes fondateurs de la société. Il raconte l'origine, de la tribu, mais il ne commande pas. On est très loin, de ce qui se passe aujourd'hui. On est très loin de ce qui se passe aujourd'hui, mais justement, Pierre Clastres entendait exposer une forme de genèse du pouvoir qui n'était pas un pouvoir qui est un pouvoir totalitaire ou un pouvoir autoritaire, mais un pouvoir qui reposait sur une toute autre conception de la politique. Voilà, alors ça, je crois qu'on touche au cœur et ça rejoint aussi Lévinas, cette idée que l'anarchisme n'est pas, ou l'anarchie, n'est pas le sans-pouvoir, hein. On est bien d'accord que dès qu'il y a engagement éthique ou forme d'organisation politique, il y a du pouvoir. La question, c'est de savoir ce qu'il est et d'où il vient, hein. Il ne vient pas d'en haut. Voilà, et ça, c'est une idée qu'en Occident, on a considérée comme acquise, qui est que le pouvoir est forcément hiérarchique. Et alors, continuons avec les différents visages du pouvoir, et cette fois-ci avec le pouvoir patriarcal. Dans une interview à Libération, vous aviez déclaré « Le clitoris est un anarchiste, il ouvre un espace de non-domination ». Expliquez-nous ce que vous vouliez dire, Catherine Malabou. Bon, c'était un petit peu du jeu, mais effectivement, je m'étais intéressée à la question du plaisir clitoridien et du rôle que le clitoris joue euh, dans l'organisation, on va dire, politique et symbolique du corps. Et j'avais avancé l'idée selon laquelle le clitoris était impénétrable et en ce sens ingouvernable, et que pour cette raison, il inscrivait dans le corps et dans la psyché un espace de résistance, oui, au modèle classique du patriarcat. Et alors, si on reprend justement, car c'est ce que vous évoquiez, un mouvement donc avec la redécouverte de l'arché en grec, et je vous propose de nous redire en quoi ce terme est essentiel dans votre pensée, Catherine Malabou, en quoi donc on peut penser le féminisme à travers la pensée anarchique. Vous voulez que je revienne sur l'arché? L'arché, au début, bon, c'est un terme grec, hein, c'est évidemment pas Aristote qui l'a inventé, mais ça voulait dire simplement venir en premier, mais sans idée de hiérarchie, hein. Homère dit quand je fais un gâteau, je suis obligé de respecter un ordre, la farine, les œufs, etc. Mais si on dit que la farine vient en premier, c'est pas pour autant qu'on lui donne un rôle hiérarchique. Aristote va intervenir par la suite et dire quand on commence, on commande aussi. Et donc, venir avant va vouloir dire forcément être supérieur. Donc, Aristote va inverser le plan horizontal de l'ordre vers le plan vertical, l'inclinaison hiérarchique. À partir de ce moment-là, l'anarchie va être un retour à cette idée qu'il faut bien un ordre dans les choses. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne en premier, ensuite en second, etc. Mais que l'antécédence, enfin l'ordre chronologique et logique, n'est pas forcément une hiérarchie. Mais ça, c'est très difficile à faire admettre. Et alors, toujours parmi les auteurs que vous revisitez dans votre ouvrage sur l'anarchisme, il y a Michel Foucault. Oui. Et là aussi, vous essayez de
remettre en question un certain nombre de mythes ou de fausses conceptions qu'on peut avoir du pouvoir chez Foucault. Lesquelles, Catherine Malabou? Alors là, euh, bon, je m'intéresse, moi, au dernier Foucault, celui qu'on a dit précisément le plus, entre guillemets, libertarien ou libéral, parce qu'il aurait abandonné ce qu'il avait fait avant, c'est-à-dire une critique, effectivement, du pouvoir, du gouvernement, etc., pour se concentrer sur des formes, on va dire, plus morales, de retrait, d'individualisme, le souci de soi, l'ascétisme. Et la vision de cela a été souvent, Foucault, il a abandonné finalement l'idée de résistance politique. Et au lieu de nous donner une image de militance, finalement, eh ben, il se replie. Il se replie dans le repli. On se forme soi-même, bon, etc. Et moi, j'ai essayé de montrer au contraire que dans sa lecture des cyniques, en particulier de Diogène, il y avait chez le dernier Foucault une véritable, je crois, un véritable tropisme anarchiste qui, loin d'être une rupture avec la résistance, propose un nouveau modèle de résistance, qui est, je crois, une véritable critique, cette fois radicale, de l'obéissance, en tout cas de la logique gouvernementale. Et au sein des rapports individuels, parce que là aussi, vous le rappelez, Catherine Malabou, chez Foucault, il y a une pensée des rapports de domination entre deux êtres. Là, qu'en est-il, selon vous, de cette capacité, de ces rapports de domination, paradoxalement, à permettre d'éviter justement la domination traditionnelle? Euh, Je crois que ce qu'il, voilà, lui Foucault, dans le dernier volet de son œuvre, il montre qu'à partir de Platon, il y a une bifurcation quant à la définition du pouvoir. Qu'est-ce qui, au fond, quand je viens au monde, là on va parler de l'individu, hein, qu'est-ce qui me donne, en anglais on dit empower, qu'est-ce qui m'empouvoir en quelque sorte? Où se trouve mon pouvoir? Platon va répondre très clairement, c'est l'âme. L'âme, pourquoi? Parce qu'elle domine le corps. Donc mon pouvoir me vient de ma capacité à me contrôler. Voilà. Et Foucault dit oui, mais il y a une autre tradition, et ce sont les cyniques. Ce qui me donne mon pouvoir, c'est ma vie. Le pouvoir se résume entièrement dans l'énergie vitale. Et là, il n'y a plus de hiérarchie. Et c'est pourquoi Diogène peut dire, peut parler au prince, peut l'emmerder, peut parler au prince extrêmement librement, en lui disant, tu peux m'écraser, je n'ai pas de coquille au fond, je n'ai que ma vie. Mais c'est cette vie qui me donne le pouvoir de résister. Une vie qui n'est pas contrôlée par le pilote que serait l'âme, parce que le corps y est aussi important. Voilà. Et puis, enfin, il y a une autre tradition anarchiste, et cette tradition anarchiste, on peut la voir avec les Black Blocs, par exemple, vous en parlez notamment en rapport avec un philosophe que je vous propose de présenter, Jacques Rancière. On se dit que finalement, l'anarchisme, c'est peut-être tout simplement le refus de la police, le refus des violences policières. Qu'en pensez-vous, Catherine Malabou? Euh, Chez Rancière, l'anarchie, enfin, et l'anarchisme, hein, est quelque chose de très, très, très ancré dans sa pensée et très, très, très profond. Pour lui, si vous voulez, la démocratie, c'est l'anarchie. Au sens où, dans sa définition la plus pure en Grèce, c'était l'égalité radicale entre les citoyens. C'était la démocratie de Clisthène, dans laquelle aucun citoyen n'était plus apte qu'un autre à gouverner. Donc, refus des violences, certes, mais ça, je dirais, c'est un peu un dérivé du credo fondamental de Jacques Rancière, qui est que la véritable essence de la politique, hein, si tant est qu'il y en ait une, c'est cette égalité radicale. Et pour lui, l'égalité radicale, c'est l'anarchie au sens noble du terme. Mais alors, justement, ce qui est singulier chez Rancière, c'est qu'il explique que le pouvoir, le vrai pouvoir démocratique, c'est non pas le pouvoir d'une caste, non pas le Non, pouvoir de certainement pas. l'élite, c'est Ouais. le pouvoir de n'importe qui. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Catherine? Ça veut dire que il n'y a personne n'a de titre à gouverner. Il n'y a pas de
capacité technique à gouverner, ça n'existe pas. C'est-à-dire que n'importe qui, en théorie, en tout cas c'était la thèse de Clisthène, est capable d'occuper une fonction gouvernementale. Alors évidemment, ça choque. Donc il dit dans une interview rancière, alors vous allez me dire, mon plombier ne pourrait pas prendre la place, etc. Mais il répond, oui, mais enfin, est-ce que vraiment les hommes politiques que nous avons sont compétents en quoi que ce soit? Où réside la compétence politique? Et c'est une vraie question. Est-ce que ça Est-ce que, par s'apprend? exemple, la notion de gouvernance est une notion qui, justement, peut incarner cette compétence supposée, prêtée aux hommes politiques, Écoutez, Catherine Malabou? oui, sans doute, mais en quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce que c'est savoir gouverner? C'est quelque chose dont personne n'a jamais été capable de fixer les règles. En philosophie politique, il y a, avec Machiavel, mais aussi avec d'autres auteurs, une définition du bon gouvernement. Du bon gouvernement, eh ben alors si on le définit bien, hélas, ça ressemble souvent à la force. Ça ressemble souvent à l'usage de la force. Bah, Point. chez Machiavel, c'est aussi la ruse, l'habileté. La ruse, l'habileté, mais afin de tromper, je suis désolée, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que si effectivement la gouvernance, enfin si le seul critère technique qu'on peut donner de la gouvernance, c'est comment exercer la force, que ce soit par la ruse ou par l'autorité, eh bien, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas de gouvernance, enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Mais alors, si Rancière ne donne pas forcément un mode d'emploi extrêmement pragmatique de la bonne gouvernance, en revanche, ce qu'il explique, c'est qu'un certain nombre des défauts qui sont prêtés à la démocratie contribuent en réalité à la haine de la démocratie. Il dit par exemple, la démocratie pour ses contempteurs, c'est le fait de dire que la démocratie, c'est le désordre, c'est le règne de la discussion perpétuelle, et ce sont bien souvent les arguments qui sont enrôlés par les personnes hostiles à la démocratie, Catherine Malabou. Est-ce que cela, c'est finalement une pensée positive de l'anarchisme démocratique? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand il parle de la haine de la démocratie, c'est inclus dans la démocratie. C'est-à-dire que la haine de la démocratie est exercée par la démocratie elle-même sous ses formes représentatives. Pour Rancière, l'horreur, c'est la représentation. C'est-à-dire le fait que quelqu'un d'autre me représente. Hein. La démocratie, ce qu'il appelle l'égalité entre démocratie et anarchie, c'est la démocratie, encore une fois, où chacun, tour à tour, devient, voyez, gouverne, à la fois commande et obéit, tour à tour. C'est la rupture avec la démocratie parlementaire. Mais alors, là aussi, parce que cette démocratie parlementaire, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité avec ces débats autour du Certes. pass vaccinal, vous avez notamment travaillé sur le traumatisme et sur la manière dont les individus peuvent se relever, peuvent être considérés aussi comme des blessés, de nouveaux blessés. Est-ce que pour vous, par exemple, la pandémie va créer ce type de traumatisme, Catherine Malabou? Alors là, c'est un sujet différent, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les rapports entre anarchisme et traumatisme, mais on en parlera une autre fois. Vous voulez pas nous en dire quelques mots maintenant? Je pense, alors ça c'est vraiment, enfin j'en parle quand même dans le livre, je pense que pour beaucoup d'entre nous, hein, l'anarchisme est une idée traumatisante. Et c'est pourquoi les gens ont un refus systématique de cette idée. Les gens sont traumatisés par l'anarchisme. Ils se disent, c'est la peur du désordre en fait. L'anarchisme est traumatisant parce que parce qu'on a peur que on a peur que l'anarchie nous traumatise, voilà. On a peur que ça crée un trauma généralisé. On a peur aussi, notamment dans des situations telles que la pandémie, on a peur que l'absence de loi, c'est quand même une tradition française, que l'absence de loi finalement profite plus aux forts qu'aux faibles. Alors la pandémie, est-ce qu'elle va créer un trauma? Bah, évidemment, enfin je veux dire, comment le nier? Enfin on est en plein dedans, c'est absolument, évident. Après, de quel ordre? C'est-à-dire que, dans mon travail sur le trauma, j'ai découvert en lisant beaucoup de choses qu'il était plus possible aujourd'hui de faire la part entre le trauma purement physiologique, la blessure, physique, la maladie,
et la blessure sociale et la blessure politique qui l'accompagne. Aujourd'hui, tous les grands traumas, c'est-à-dire les grands coups, hein, que ce soit des coups pathologiques ou des coups naturels, quand on pense aux catastrophes naturelles, c'est tous ces coups, hein, parce que trauma au départ, ça veut dire ce qui perce, le coup qui perce, sont immédiatement habillés portent en eux une signification politique et sociale. Et je crois que la pandémie nous met face à ça. C'est-à-dire le virus, on voit bien qu'il n'est pas seulement médical. Enfin, on voit bien je veux dire biologique, on voit bien qu'il entraîne avec lui une remise en cause totale, de la politique. Le virus nous met aussi en face de nos angoisses. Et là aussi, vous avez beaucoup réfléchi à ce terme d'angoisse, Catherine Malabou. Pour Freud, l'angoisse vient toujours du passé. C'est ce que j'ai essayé un petit peu de remettre en question. C'est-à-dire? Pour Freud, en fait, l'angoisse est un réveil d'une angoisse traumatique première, qui a pu ou non être réelle. Mais on viendrait au monde avec cette fêlure. Donc quand on s'angoisse par rapport à une forme de mémoire. Et moi, j'ai essayé de montrer que peut-être, l'angoisse, elle venait fondamentalement de ce qu'on ne connaît pas du tout, qui va nous arriver. Voilà. Et qui peut-être ne réveillerait rien d'ancien. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que la peur, par exemple, qui là aussi est inhérente à cette période, avec la peur de la maladie, la peur a été moins pensée par les philosophes que l'angoisse. Pourquoi, selon vous, Catherine Parce Malabou? qu'il y a cette espèce de distinction selon laquelle la peur a toujours un objet, aurait toujours un objet, je sais de quoi j'ai peur, hein, alors que l'angoisse n'aurait pas d'objet. Je m'angoisse pour rien, au sens, je ne sais pas pourquoi je m'angoisse. Donc elle est plus profonde, elle serait plus difficile à analyser. Je peux dire j'ai peur du noir, j'ai peur de me faire agresser dans la rue, etc. L'angoisse, ça vous prend à la gorge et on ne sait pas toujours, on ne sait jamais pourquoi au fond. L'angoisse est aussi un sentiment philosophiquement valorisé, Bien sûr, chez Heidegger, chez Freud aussi, bien sûr. alors que Parce que c'est l'angoisse d'exister au fond. Voilà, c'est ça, c'est l'existence. Mais est-ce que ça vient toujours du passé? Voilà, c'est ce que j'interroge. bon, là, on peut se demander aussi avec la pandémie si ça n'est pas une angoisse liée à l'avenir et liée à ce qui C'est nous clair, attend. c'est clair. C'est pour ça que je répondais à votre question sur le trauma. Je crois que le trauma qui nous arrive là, c'est le trauma de l'avenir lui-même. Je renvoie Catherine Malabou à votre ouvrage Au voleur, anarchisme et philosophie aux presses universitaires de France.